Bonjour à tous, merci d'être connectés, merci d'être avec nous ce matin. Donc ce matin, nous sommes tous ensemble pour parler facture électronique, pour parler Sedge et pour parler nouvelles réglementations et prochaines échéances. Donc le sommaire de ce matin, je vais quand même vous faire une passe sur la présentation du groupe Cap Info. C'est toujours bien de le présenter puisque certains le connaissent mais d'autres non, puisque nous avons des nouveaux arrivants, donc c'est toujours intéressant d'en parler. Ensuite, on va parler de la facture électronique. Donc là, je passerai la main à Thomas, Thomas Sanglier, qui est notre expert Sedge. Donc il va nous parler de la facture électronique, du Data Clean and Control, de Sedge automatisation comptable. Donc ça, ce sont des modules Sedge pour lesquels nous allons vous faire le détail rapidement. Et ensuite, je reprendrai la main pour vous présenter notre offre, qui est l'offre PAC facture électronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation. Je couperai Thomas pour qu'il y réponde. Alors, le groupe Cap Info, pour rappel, donc c'est 30 ans d'existence, 40 collaborateurs sur deux agences, Bordeaux et Anglette, Bordeaux étant le siège social, Anglette étant la deuxième agence arrivée en 2019. Aujourd'hui, donc, on rayonne sur toute la Nouvelle-Aquitaine. 80% de nos clients sont issus du BTP, puisque c'est quand même notre carte d'identité, notre ADN, donc le BTP, et 1000 clients sous contrat aujourd'hui. 1000 clients, ça veut dire 1000 clients qu'on accompagne au quotidien, qu'on suit, et pour lesquels on a des projets, on construit des choses avec eux pour optimiser leur temps et leur travail au quotidien. 3 pôles aujourd'hui. Chez Cap Info, vous allez pouvoir retrouver le pôle principal qui est intégrateur de logiciels. Donc, c'est notre plus fort développement, pardon, avec plusieurs éditeurs, dont Sedge qu'on va voir ce matin. Ensuite, un deuxième pôle qui est infrastructure et réseau, pour lesquels on va pouvoir parler serveur, parler sécurité de données. Et le dernier pôle qui est le développement spécifique, pour lequel on va pouvoir créer des liens entre des logiciels qui n'existent pas nativement, pouvoir transférer des données, créer des macros et adapter un logiciel à un mode de fonctionnement particulier dans une entreprise. Donc, Cap Info, si on devait le résumer, ce serait du conseil que l'on donne à chacun de nos rendez-vous, de la formation, puisque nous sommes centre Calliope, des installations de logiciels, de serveurs, de postes, des devis, bien évidemment, de la personnalisation et de la qualité de service, de l'assistance au quotidien avec tous nos clients en contrat et de l'accompagnement tout au long de l'année pour tous vos projets. Dès que vous avez une problématique, dès que vous souhaitez faire une évolution, voilà, nous sommes plus qu'un prestataire, mais plutôt un partenaire informatique pour lequel nous accompagnons tous nos clients et nos futurs clients, bien entendu, avec grand plaisir. Je vais passer la main à Thomas qui, lui, ne fait aucun cafouillage, c'est évident, puisqu'il maîtrise complètement. Thomas, je te donne la main. Merci Leslie hein, de ton invitation ce matin. Et en effet, je vais vous parler de la facture électronique. Alors, on va être ensemble pendant une bonne heure et quart sur le sujet. Alors, je vous rassure, hein, ça passe très vite et vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin. Comme disait Leslie, on va revenir sur différents points, mais dans un premier temps, on va vraiment se focaliser sur la facture électronique avec à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, pour qui ça a été mis en place et qui ça va concerner. On parlera aussi des différents acteurs, parce qu'il y a des nouveaux acteurs au niveau de la facture électronique, et donc les différents acteurs qui vont répondre aux obligations. On viendra sur les différents circuits des factures, comment les factures vont transiter, par quelle plateforme elles vont transiter et comment on va pouvoir les émettre, les réceptionner. Je vous expliquerai tout ça. Et puis, bien sûr, pour vous, une fois que vous aurez compris le principe, toutes les obligations, c'est comment vous organiser au mieux pour pouvoir y répondre. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec Cap Info. C'est parce que on est là pour vous accompagner. Et puis, bien sûr, on va vous accompagner. Sedge vous accompagne au travers différentes solutions. Et c'est là qu'on va parler justement de notre Sedge Data Clean and Control et de notre solution d'automatisation, Sedge automatisation comptable, donc solution de traitement des factures fournisseurs, qui va nous aider demain à automatiser en fait la réception et le traitement avec la facture électronique, mais qui nous y aide dès aujourd'hui. On verra ça. Donc ça, c'est notre sommaire et je vous disais, on va commencer par qu'est-ce que la facture électronique. C'est quoi une facture électronique? C'est une facture créée à un format électronique. C'est un petit peu dit dans le sujet. C'est une facture et c'est un format qui va contenir des données structurées sous des formats, là, pour le coup, standards. On a 3 formats obligatoires qui vont être traités
par la facture électronique, c'est le format FactureX. C'est un format qui est hybride sur lequel on va conserver en fait le fichier PDF avec un fichier XML encastré. Le format UBL et le format C2I. UBL, C2I, c'est deux formats qui sont uniquement des formats de texte, donc en XML. Le format XML, hein, vous le connaissez, c'est le même format que pour les virements SEPA. Hein. C'est un fichier hein, tout simplement de texte avec des balises. Donc, nous, ce qu'on va utiliser principalement, ça va être le FactureX parce qu'on conserve le PDF aussi à l'intérieur. Et puis, ben, la facture électronique, c'est aussi ben, une facture transmise au client via une plateforme. Et c'est là qu'on va parler des différents acteurs. Donc voilà, la facture électronique, c'est ça. Ce n'est pas ce que l'on peut entendre régulièrement. Donc, ce n'est pas une facture papier, ça pour le coup, ça devient une évidence. Ce n'est pas juste un PDF ou une image seule. Et surtout, ce n'est pas un document généré par un logiciel et envoyé par mail. Je dis surtout parce qu'aujourd'hui, si je devais vous poser la question, est-ce que vous faites déjà de la facture électronique ou est-ce que vous faites déjà de la dématérialisation de facture? Tout le monde va me dire oui, oui, j'envoie un PDF par mail. Je rappelle qu'un PDF par mail, ça reste uniquement un PDF par mail. Ce n'est pas une facture électronique. Une facture électronique, voilà, c'est une facture au format qui sera verrouillée et qui est contrôlée de bout en bout de sa transmission. Si je vous fais juste un petit schéma pour vous dire avant comment ça se passait, bah, on avait le fournisseur qui préparait sa facture dans son logiciel, voire sur Excel. Hein, il y en a toujours qui le font sur Excel, puis derrière qui l'imprimaient. On l'imprime en plusieurs exemplaires parce qu'on en garde une copie, on conserve le copie de notre côté. On va affranchir, mettre sous enveloppe, envoyer, aller à la poste, etc. Et puis bah, derrière, il faudra certainement faire un suivi aussi. Donc, regardez par rapport aux informations qu'on avait, etc., réimprimer pour renvoyer, remettre à la poste, etc., et renvoyer ça à notre client. Une fois que tout ce transit était fait, on avait aussi tout ce qui était déclaration d'administration fiscale à faire par rapport aux informations qu'on avait renseignées au niveau de nos différentes solutions. Demain, avec la facture électronique, on va préparer toujours, hein, c'est notre logiciel de vente, d'achat hein, qui nous permettra de préparer la facture. Mais la différence, c'est que là, on va la mettre à disposition directement d'une plateforme. On va la déposer sur une plateforme et c'est la plateforme qui va s'occuper de tout faire, c'est-à-dire de transmettre, de mettre à disposition la facture et de faire en plus de ça une pré-déclaration en fait au niveau des impositions. Puis le client, derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout simplement la réception de sa facture, c'est-à-dire il va récupérer sur la plateforme de son choix la facture qui sera disponible. Plus besoin de renvoyer, etc., parce que tout sera sauvegardé directement au niveau de cette plateforme. On a deux types de plateformes, mais j'en parlerai tout à l'heure, le portail public de facturation et les plateformes de dématérialisation partenaire. Et je vous disais, l'avantage, c'est que du fait qu'on passe par cette plateforme, on a cette prédéclaration au niveau de l'administration qui sera effectuée et donc on a ce contrôle fiscal directement. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire demain le plus simplifié possible, mais je vais rentrer dans le détail juste après. Si on revient sur les objectifs du pourquoi cette facture électronique, alors le premier, c'est pour renforcer la compétitivité des entreprises. Hein, tout simplement, les échanges vont être plus directs. Ça va vous permettre aussi de gagner en temps à l'intérieur, en temps de traitement, en temps de recherche, d'échange, etc. à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est aussi une aide hein, pour vous, cette dématérialisation au sein de l'entreprise. Ça va permettre de sécuriser les déclarations de TVA. C'est-à-dire que là, les déclarations sont faites en amont, sont faites en aval. Les déclarations sont refaites après, parce que là, c'est la pré-déclaration qui est faite. On va refaire en fait toujours nos déclarations. Hein. Tous les mois, on va continuer à faire nos déclarations. C'est comme nous à titre privé. Hein. On a en fait le prélèvement à la source, c'est la pré-déclaration. Derrière, il faudra tous les mois continuer. Enfin, nous, à titre privé, pardon, j'étais là-dessus. On a la déclaration qui est faite au niveau des salaires. Et puis derrière, tous les ans, on nous demande quand même d'aller confirmer le montant. Là, ça va être la même chose. On a la pré-déclaration avec l'envoi des factures électroniques, mais tous les mois, il faudra que vous redéclariez votre TVA. Puis vous verrez, je vous parlerai, mais il y a aussi d'autres déclarations qui seront à faire au fur et à mesure. Donc là, on va vraiment sécuriser cette déclaration. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir une meilleure connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises. Ça, c'est l'État qui pourra en fait voir, du fait que toutes les transactions vont passer en fait par cette facture électronique, l'État pourra avoir une visualisation de l'état de telle ou telle activité, de tel secteur géographique, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. On a tous vécu
période de la Covid qui était assez particulier. Pendant la Covid, l'État avait voulu distribuer en fait des aides à différents types d'entreprises. Pour pouvoir distribuer ces aides, ils ont été regarder les chiffres qu'ils avaient à disposition. Les chiffres à disposition, c'était les derniers qui avaient été validés, N-1, N-2, mais ils n'avaient pas en temps réel. Là, grâce à la facture électronique, on aura vraiment l'état réel en fait du fonctionnement d'un type d'entreprise, d'une activité, d'un secteur d'activité, etc. Donc ça va être aussi un gros avantage. Et puis, l'objectif principal de la réforme, on en a déjà parlé, c'est de lutter contre la fraude fiscale. C'est de pouvoir capter toute la TVA que l'on doit capter et qu'il n'y ait plus d'oubli, qu'il n'y ait plus d'erreurs, qu'il n'y ait plus de malversation et autres. Je vous ai dit, on a en amont, en aval, on va redéclarer et ainsi de suite au fur et à mesure. Donc, là, on aura vraiment toute la captation de la TVA. C'est le principe. C'est plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui en fait manquants qui vont pouvoir être recaptés par cette réforme de la facture électronique. Qui ça va concerner? Maintenant qu'on a dit ce que c'était, pourquoi? Qui ça va concerner? Ça va concerner l'ensemble des entités soumises à la TVA, des entreprises soumises à la TVA, qu'on appelle les assujettis. Donc, c'est les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, quelle que soit leur forme juridique, mais aussi les entreprises publiques lorsqu'elles sont assujetties. Quand je dis les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et leur forme juridique, je vous prends un auto-entrepreneur par exemple qui doit déclarer en fait la TVA, même s'il est en dessous de son seuil qui ne paiera pas de TVA, du fait qu'il est susceptible de déclarer de la TVA, il est assujetti et donc il devra aussi faire de la facture électronique. Donc ça concerne vraiment en fait tout le monde, enfin toutes les entreprises qui sont en fait assujetties ou en tout cas soumises à TVA. Il faut bien garder ça en tête. Donc, au contraire, justement, en opposition, une association, par exemple, non soumise, ne devra pas respecter la facture électronique. Elle pourra toujours faire des échanges avec les autres entreprises si elles font, mais elle-même ne devra pas émettre en format facture électronique ces différents échanges, elle n'aura pas besoin. Par contre, elle réceptionnera peut-être de la facture électronique et donc là, il faudra penser quand même à s'équiper. On a un calendrier d'application par rapport à la facture électronique. Ce calendrier, il a été revu. Alors, si vous avez suivi un petit peu toute la mise en place de cette facture électronique qui est loin d'être finie aujourd'hui, on avait un calendrier d'application où normalement on devait pour les grandes entreprises dès cet été en fait être prêt pour pouvoir faire de l'émission et puis vous auriez dû être prêt dès cet été pour faire de la réception de facture électronique. L'État s'est rendu compte que c'était un petit peu short, que toutes les entreprises n'étaient pas forcément renseignées, n'avaient pas forcément fait les démarches pour pouvoir être équipées et surtout, l'État s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas prêts eux-mêmes pour pouvoir en fait justement gérer tous ces échanges au travers de leur portail principal, le portail public de facturation. Donc, cet été, on a eu un report qui a été indiqué fin juillet et puis avec la nouvelle loi de finances qui a été validée en fin d'année, fin décembre, on a eu un nouveau calendrier et ce calendrier, normalement, ne doit plus changer. Il a été acté et on se retrouve avec des dates qui sont des dates butoirs de septembre 2026 pour la réception pour tous, c'est-à-dire tout le monde devra être capable de réceptionner de la facture électronique au plus tard en septembre 2026, parce que tout simplement, on va avoir les grandes entreprises et les ETI qui, elles, devront être en capacité d'émettre leur facture électronique. Alors, je parle d'émission de e-reporting, je vous parlerai du e-reporting juste après. Ça, c'est pour les grandes entreprises. Pour les PME, TPE, donc je vous disais réception à partir, enfin pas à partir, mais obligatoire en septembre 2026. Et puis pour tout ce qui va être émission, la date butoir, ça va être septembre 2027. Alors vous allez me dire, mais tu as mis à côté décembre des deux côtés. Oui, parce que l'État a quand même s'est mis un petit coussin de sécurité en se disant, OK, on a repoussé, mais on se laisse encore l'opportunité de repousser d'un trimestre sans passer par la loi.
C'est-à-dire que ça a déjà été acté, pas besoin de repasser, etc. Et donc, ils pourront, en fait, par simple décret, dire: «OK, de septembre, on peut décaler de 3 mois encore. Donc, plutôt que septembre 2026, ça pourrait être décembre 2026 pour cette date butoir». Je répète, c'est une date butoir. Ce qui veut dire que là, c'est la date au plus tard sur laquelle les entreprises doivent être prêtes. Bien sûr, des grandes entreprises, aujourd'hui, il y avait déjà les 3/4 des grandes entreprises qui étaient prêtes pour cet été pour pouvoir faire de l'émission, qui ont déjà mis l'argent sur la table, qui ont déjà fait le développement, etc., pour pouvoir le faire. Donc, on a des grandes entreprises qui vont déjà émettre de la facture électronique à partir de 2025, parce qu'on va commencer les tests en 2025, qui, dès début 2026, seront prêts aussi pour faire de la facture électronique et enverront déjà au format. Si vous avez déjà vu, EDF par exemple, vous avez déjà en fait, alors c'est pas de la facture électronique pure, mais vous avez déjà en fait, vos factures qui sont au format facture X. Donc vous avez le PDF avec le fichier XML qui est joint. Bah, ça voilà, les grandes entreprises vont déjà être là et vont déjà le faire avant. Ce qui veut dire que sur la réception, il ne faudra pas attendre septembre 2026 pour dire: «Oh là là, il faut que je m'équipe, il faut que je fasse la réception». Il faut s'équiper bien avant et donc c'est tout l'accompagnement qu'on va pouvoir vous faire et puis les réponses qu'on va pouvoir vous apporter. On a les solutions, ce que je vous parlerai tout à l'heure et c'est pour ça que Cap Info, vous a invité aussi aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner et réfléchir avec vous. Donc ça, c'est nouveau le calendrier, je vous ai dit, il a été acté et puis, normalement, à part, le décalage du trimestre, il ne doit plus rebouger. Sur les obligations, bah, je vous parlais tout à l'heure en fait, de, si je reviens juste sur le calendrier. Hop, oh, je suis en train de jouer avec ma souris, pardon. Si je reviens sur le calendrier, je vous parlais d'émissions, et de, e-reporting. Bah, en fait, c'est ce qu'on va retrouver ici. Le e-invoicing, c'est ce qu'on appelle communément la facture électronique. C'est le terme en fait, anglophone pour facture électronique, c'est e-invoicing. C'est l'émission et la réception des factures électroniques via les plateformes de dématérialisation. C'est tout ce qu'on va faire en fait de société à société et tout ce qu'on fait de société à gouvernement, donc c'est-à-dire directement en France. Le société-gouvernement, hein, c'est ce que vous faisiez avant avec Chorus Pro. C'est maintenant ce qu'on appelle en fait la facture électronique. On va passer via le nouveau portail que je vais vous parler juste après, le portail public de facturation. Donc, la facture électronique, le invoicing, c'est société à société, B2B et B2J, société à gouvernement, donc tout ce qui reste domestique. À côté, bah, on a beaucoup d'opérations qui vont se faire à côté, les opérations avec l'étranger, avec les particuliers, et puis tous les cas particuliers aussi qu'on peut avoir, avec des cas d'usage, bah, ça va être côté e-reporting. Le deuxième pendant, c'est du e-reporting. Ça, c'est en fait les flux de données sur les opérations non concernées par le invoicing. Tout ce qui ne va pas être société à société, domestique, mais plutôt société à société internationale, société à particulier. Ça va concerner aussi bah, tout ce qui va être les encaissements sur les factures de prestation de services. Aujourd'hui, bah, vous avez une facture de prestation de service, bah, c'est du invoicing, du société à société. Par contre, quand vous allez recevoir l'encaissement, il faudra déclarer le TVA. Et ben ça, ce sera en fait des flux de données. Donc, ce sera du e-reporting qu'il faudra faire sur la partie encaissement. Et puis dans le e-reporting, on va y ranger aussi tout ce qui est cas d'usage, hein, je vous disais, les cas bien particuliers avec les multi-règlements, multi-livraisons, les notes de frais et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plus d'une trentaine de cas d'usage qui sont référencés par l'État, sur lesquels ils sont toujours en train de réfléchir sur le flux exact en fait pour répondre. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de pouvoir détecter le type de tiers et savoir est-ce que je fais du invoicing, est-ce que je fais du e-reporting? Et puis ça va venir de toute façon, on a encore le temps pour que tout soit mis en place pour savoir en fait exactement comment c'est traité au niveau comptable, par exemple. Si je vous parle maintenant des acteurs, parce que là, je vous ai parlé bah, des obligations, je vous ai parlé de qui ça concerne, des dates, bah, j'ai commencé à vous parler des différents acteurs. On a en fait une nouvelle plateforme donc, qui était anciennement Chorus Pro, je vous disais, qui est le portail public de facturation. Ça, c'est la plateforme publique, la plateforme gratuite, et c'est la plateforme obligatoire qui va offrir en fait tous les services d'échange des factures et qui va se concentrer en fait toutes les données de facturation, donc
données de facturation, mais aussi les données de déclaration de TVA. Tout va passer directement par ce portail. Et on va recevoir aussi tout ce qui va être facture électronique et e-reporting que j'étais en train de vous expliquer juste avant. Le portail public de facturation va permettre aussi de faire la conservation, en fait, l'historique des factures. Donc, on pourra en fait avoir les factures conservées directement dessus. Au niveau du portail public, on a aussi les informations concernant les sociétés, c'est-à-dire qu'on va avoir un répertoire, un annuaire entreprise sur lequel on va avoir le routage en fait, des entreprises, c'est-à-dire que chacun va devoir s'inscrire sur cet annuaire et dire quelle solution, quelle plateforme, quel routage en fait ils ont décidé. Ça va venir plus tard. Hein. C'est pour certainement début 2025. Alors on n'a pas la date exacte parce que ils vont le faire en plusieurs phases, mais la publication de cet annuaire, normalement, c'est prévu pour début 2025. Donc, quand ce sera sorti, on vous demandera en fait de pouvoir vous inscrire et de préciser le choix de la plateforme que vous avez décidé. Parce que là, on a le portail public de facturation, mais on va avoir un deuxième acteur qui est la plateforme de dématérialisation partenaire. Ça, c'est les PDP. Les PDP, c'est des plateformes privées qui assurent en fait toutes les fonctionnalités prévues par la réforme, c'est-à-dire l'émission, la réception, mais aussi tout ce qui va être suivi, tout ce qui va être historisation, tout ce qui va être échange obligatoire, invoicing, e-reporting. Et puis en fait, les PDP, ça va nous permettre aussi d'apporter des fonctionnalités complémentaires à la facture électronique. Aujourd'hui, vous émettez en fait sur un format dédié parce que vous avez besoin, par exemple, de faire de l'EDI. Je vous ai dit, hein, on a 3 formats obligatoires qui sont reconnus. L'EDI n'en fait pas partie. Dans ce cas-là, il faudra pouvoir traiter le fichier. C'est la PDP qui pourra le faire à votre place. Le PDP, ça va certainement vous permettre aussi de faire tout ce qui va être règlement avec les tiers, ce qui va faire les relances. C'est en fait un outil qui va vous permettre d'avoir vraiment en fait des services complémentaires en lien justement avec cette dématérialisation des factures. L'autre avantage de choisir un PDP, c'est que c'est le PDP qui prend la responsabilité de la facture. C'est-à-dire que une facture, quand vous l'émettez, vous en restez responsable. Quand vous l'émettez au travers du PPF, c'est vous qui déposez sur le PPF et c'est vous qui prenez la responsabilité d'avoir toutes les informations obligatoires à l'intérieur, le bon format, etc. À partir du moment où vous passez par un PDP, c'est le PDP qui prend cette responsabilité de format, d'information, etc. Donc là, ça permet aussi en fait de pouvoir se porter en fait ces obligations par un tiers de confiance qui est ces plateformes privées. Aujourd'hui, les PDP, elles sont en cours d'immatriculation parce que du fait qu'elles ont en fait cette représentativité en fait au niveau des entreprises, elles doivent aussi en fait justifier d'un certain niveau de qualité et de sécurité. Donc, elles doivent être immatriculées auprès de l'État. Il y a tout un cahier des charges qui est très très restrictif. Et puis, il y a différentes sociétés qui se sont présentées pour être PDP. Alors, je vous le donne en mille. Sedge, bien sûr, s'est positionné, est en cours de validation et sera dans les premiers en fait, PDP à être validés d'ici quelques semaines, quelques mois, parce qu'on a des dates qui sont repoussées au fur et à mesure. Mais voilà, on a différents PDP. Aujourd'hui, on a, si je ne dis pas de bêtises, au dernier relevé, on avait 52 entreprises qui avaient poser leur candidature pour devenir PDP. Et donc là, normalement, on devrait avoir une première vague d'une trentaine qui devrait être validée d'ici quelques semaines. Donc ces PDP, aujourd'hui, il n'en existe pas. Hein. On n'a que des candidats à PDP, mais on n'a pas de PDP directement. Donc, voyez, hein, avant de faire quelque choix que ce soit, n'hésitez pas à demander auprès de Leslie, auprès des équipes, savoir est-ce que c'est réellement un PDP, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, ces derniers mois, ont démarché pour dire c'est bon, je suis PDP, je vais être PDP, souscrivez chez moi, etc. Ce n'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, on n'a que des candidats, donc il faut attendre que ce soit bien validé avant de se décider. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais il faut bien faire attention à ça parce qu'il y en a qui en ont profité pour faire valider les contrats à 3-5 ans alors qu'ils ne seront jamais PDP et qui n'apporteront aucun service supplémentaire en fait, à la facture électronique. Allez, je reviens sur ma présentation. On parlait des PPF, portail public de facturation, portail gratuit.
On parle des PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires qui apportent des services complémentaires, qui sont des plateformes privées. Et puis, on a un troisième acteur qui va être en fait les OD, les opérateurs de dématérialisation. Ce n'est pas des opérations diverses. Ça, c'est les prestataires de services qui agissent en accompagnement des entreprises. C'est-à-dire, c'est tout simplement votre logiciel. Quand vous allez générer la facture, bah, c'est celui qui va faire le transport vers en fait l'une des plateformes, en tout cas la plateforme de votre choix. C'est ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation. Eux ne sont pas responsables, ils ne prennent pas la responsabilité de la facture, et cetera. C'est juste en fait le transport de, des informations ou de la facture. Allez, si je vous montre le circuit maintenant que je vous ai parlé de ces différents acteurs, un circuit de e-invoicing principalement. Je prends le schéma de l'État où d'un côté j'ai les vendeurs, de l'autre côté j'ai les acheteurs. Au milieu coule une rivière, je vais retrouver en fait mon portail public de facturation, donc le portail obligatoire, avec la déclaration d'administration fiscale qui sera effectuée à partir de ce portail. Si je vous prends un premier exemple, j'ai mon entreprise C qui va échanger avec l'entreprise D. L'entreprise C va émettre en fait la facture grâce à son opérateur de dématérialisation. On interroge l'annuaire pour savoir où est-ce qu'on envoie. Le portail dit OK, c'est à moi, donnez. Et ben, on met la facture directement sur le portail. L'entreprise D va recevoir une alerte et pourra en fait tout simplement récupérer sa facture du portail public de facturation. Ça, c'est le plus simple. On est sur le cas d'une société à société domestique et on passe par le PPF. C'est le choix le plus simple. On est équipé, pas besoin d'avoir de services complémentaires ou autres. On passe par le portail. On va prendre un cas un petit peu plus compliqué. Mon entreprise A qui veut échanger avec mon entreprise B. Pardon, j'ai un petit chat. Mon entreprise A, en fait, a choisi de passer par un PDP pour plusieurs possibilités. On va dire, par exemple, tiens, qu'elle fait de l'EDI parce qu'elle échange avec l'entreprise B, ce serait, par exemple, la grande distribution. Donc, elle doit lui envoyer un fichier EDI parce que ce n'est pas juste une facture papier qu'on envoie, c'est tout un fichier, etc. C'est un peu comme un fichier Excel qu'on va envoyer. Elle doit envoyer en fait ces informations. Donc, elle va déposer en fait son fichier EDI directement sur son PDP. Le PDP là va interroger le portail public en disant bah ok, mais moi l'entreprise B, quel est son routage, quelle est la plateforme qu'elle a choisie. On lui dit bah ok, l'entreprise B a choisi en fait un PDP qui est son PDP ou qui pourrait même être le même que celui du vendeur, hein, mais elle a choisi son PDP. Donc, on répond au PDP vendeur, on lui dit, OK, ben, il faudra que tu envoies à l'autre. Et ben, OK, j'envoie en fait, moi, mes données, là, ça va être uniquement enfin, j'ai mis facture, mais ça va être en fait la facture plus le fichier EDI, etc., directement au PDP. Et puis derrière, ici, au portail public de facturation en parallèle, on va envoyer uniquement les données de facturation pour pouvoir faire la déclaration d'administration fiscale. Nous, on a envoyé ici au PDP, bah, l'entreprise B va pouvoir récupérer directement ces informations. Ça aurait pu être le cas, plutôt qu'un EDI. Je reviens ici. Là, je suis sur une entreprise qui est plutôt qui n'a pas pu être équipée, qui ne sait pas gérer en fait les formats obligatoires. Dans ce cas-là, elle peut choisir un PDP qui va lui transformer directement les informations dans l'un des formats obligatoires. Je vous rappelle Facture X, UBL, C2I, c'est les trois formats. Bah, nous, on ne sait pas gérer parce qu'on n'est pas équipé au niveau de notre logiciel. On a choisi un PDP pour pouvoir le faire. C'est par exemple le cas d'un auto-entrepreneur qui clairement ne va pas être équipé. Bah, il va choisir une plateforme qui va lui gérer en fait tout ce qui va être échange de factures. Et c'est cette plateforme qui va mettre à disposition derrière à l'acheteur ou alors ici au portail public de facturation sur le bon format. OK? Donc ça, voilà, c'est l'un des formats le plus compliqués. Si je vais un petit peu plus loin, mon entreprise A qui avait choisi en fait la PDP, PDP va toujours interroger le PPF pour savoir où est-ce qu'il doit router. On lui dit OK, c'est avec moi. On envoie la facture sur le PPF et puis l'entreprise D vient récupérer. Puis on aura l'inverse où là, pour le coup, c'est l'entreprise qui récupère. Là, on met sur le PPF. Ça mettra à disposition sur le PDP. Là, pas directement à l'entreprise parce que l'entreprise B choisit en fait un PDP. Donc lui, il va passer uniquement au travers de son PDP et il va récupérer en fait la facture. Vous voyez, à chaque fois, les lignes sont directes et on n'oublie pas que
à chaque fois, on a cette prédéclaration qui va s'effectuer au niveau de l'administration fiscale pour tous les échanges qui vont passer par le portail public de facturation. Et tous les échanges passent à chaque fois par le portail public de facturation. C'est ce que l'État a appelé en fait le schéma en Y. On peut voir un petit peu le Y qu'on va retrouver ici directement. Ça, c'est les flux de e-invoicing, de factures électroniques qui vont s'effectuer. Maintenant, on va avoir plein d'autres cas. On va avoir des cas d'usage, des cas métiers que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, certains sont toujours à l'étude. Nous, en tant qu'éditeur, on a juste un rôle d'information, donc je ne vais pas pouvoir passer sur tous les cas parce qu'en plus, ils ne sont pas forcément tous finalisés. On a encore en fait les documents, enfin c'est sur une documentation qui est sur le site d'impôt.gouv. J'ai mis le lien, de toute façon, le support vous sera partagé, je suppose. Vous avez ici le lien sur le document, c'est les spécifications externes, où on va avoir vraiment toutes les informations. Et ça, celui-ci, il est mis à jour en fait par l'État plusieurs fois dans l'année. Il a été remis à jour dernièrement. En fin d'année, il me semble, et puis il va être remis à jour encore, etc. Donc, il y a plein de cas où vous allez vous poser la question, ah, mais moi, qu'est-ce que je fais de ce type de facture, etc. C'est en fait, c'est pris en compte par ce document et c'est là-dedans que vous allez retrouver. Mais oui, en effet, moi, je vous parlais des factures e-invoicing. On va avoir tout le reste qui sera du e-reporting. Ce e-reporting, pour le coup, ce sera des déclarations qu'on va effectuer directement avec auprès de l'État et puis tout ce qui va rentrer en e-reporting, facture à l'étranger, facture vers les clients particuliers, vous continuez à envoyer vos factures simples. Par contre, derrière, tout ce qui va être données de facturation, il faudra en fait les renvoyer directement au portail public de facturation via ces flux de e-reporting. Les flux de e-reporting, juste pour vous tenir informé, si vous déclarez vos impôts mensuellement, il faudra envoyer ces flux de e-reporting tous les 10 jours. C'est par décade, c'est-à-dire que toutes les opérations que vous allez effectuer, toutes les factures que vous allez effectuer, transmettre entre le 1er et le 10, il faudra faire la déclaration le 20 suivant. Tout ce qui est fait entre le 10 et le 20, il faudra faire la déclaration le 30 suivant et ainsi de suite. Ce qui veut dire que là, vous avez deux déclarations, enfin, vous avez en fait les fichiers de invoicing qui vont être envoyés et à côté tout ce qui est en e-reporting qui devra être effectué. Alors je vous rassure, vos outils vont vous aider à savoir qu'est-ce qui est du invoicing, qu'est-ce que du e-reporting, qu'est-ce qui doit être déclaré. Par contre, on a ces obligations en fait de déclaration par décade qu'il faudra bien respecter parce que l'État en fait va pouvoir faire un contrôle direct parce qu'on aura des prédéclarations dans tous les sens, en amont, en aval, je vous disais tout à l'heure, parce que l'émetteur, celui qui réceptionne en fait, va faire ces déclarations, mais on aura aussi en fait tout ce qui sera passé par les différentes plateformes ou en tout cas par le portail public de facturation qui va être déclaré au niveau des impôts. Donc, il faudra bien respecter en fait ces différentes dates. Maintenant, vos logiciels sont faits aussi, ils vont être paramétrés de façon à pouvoir répondre. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. La première des choses, c'est de mettre à jour vos logiciels avec les bonnes informations, la bonne data à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a développé avec le Data Clean and Control. Je fais un petit teasing là pour ce que je vais vous présenter dans 5 minutes. OK, donc il faut bien garder en tête en fait ce différent schéma et ses obligations. Maintenant, les factures, quand elles vont transiter, on aura toujours une visu, on saura en fait où elles sont. Aujourd'hui, si vous avez l'habitude de travailler avec Chorus Pro, vous savez que vous pouvez avoir en fait l'historique et savoir en fait où en est la facture, si elle a été réceptionnée, acceptée, etc. Vous avez les infos. C'est ce qu'on appelle en fait le cycle de vie des factures, où là, on aura quand même ce suivi. On a 4 statuts obligatoires qu'on va pouvoir récupérer. C'est le statut déposé, rejeté, refusé, encaissé. C'est les statuts finaux sur lesquels après, on ne peut plus avoir de modifications. C'est les statuts obligatoires. Au-delà de ces statuts obligatoires, on est venu rajouter des statuts recommandés qui seront gérés par les PDP aujourd'hui et qui vont nous permettre d'avoir en fait justement l'historique et de savoir exactement où on est la facture. Quand on l'a déposée, est-ce qu'elle a été émise parce qu'on l'a déposée sur une plateforme, est-ce qu'elle a été émise par la plateforme? Parce que si on est passé par un PDP, par exemple, il faudrait qu'elle soit rémise pour être reçue par la nouvelle plateforme. À ce niveau-là, elle peut être rejetée parce que si elle n'est pas conforme, si ce n'est pas les bonnes informations, les bons formats, elle peut être rejetée. Sinon, elle est mise à disposition en fait au client. Donc là, on est vraiment que sur la partie préparation émission. Après, on est sur la partie client, acheteur, où là, on va être sur la réception.
Bah, quand elle va être mise à disposition, l'acheteur va faire en fait une prise en charge. Une fois qu'il est prise en charge, lui, ici il y a plein de flèches dans tous les sens, mais il va pouvoir l'accepter, accepter partiellement, il va pouvoir la mettre en litige, la suspendre. Si elle était partielle, qu'il avait demandé des informations complémentaires, dit qu'elle a été complétée, etc. Le but du jeu, c'est de savoir est-ce qu'elle va être refusée ou est-ce que derrière on va l'envoyer en paiement pour avoir notre encaissement. On aura en fait tout ce suivi. Quand je vous disais que ça va améliorer la compétitivité des entreprises, que ça va améliorer votre trésorerie, etc., bah là, par exemple, grâce à ce cycle de vie, euh, ne serait-ce que sur la relance des factures, bah, un client aujourd'hui, en fait, qui ne vous payait pas, que vous étiez en train de relancer, etc., premier réflexe d'un client, c'est de dire ah, j'ai pas reçu la facture. Ah là, j'aimerais bien savoir, à partir du moment où on va avoir ce statut prise en charge, j'aimerais bien savoir comment il peut nous dire non, je n'ai pas reçu la facture. Bah, si, la facture, tu l'as reçue. Elle a été prise en charge, donc en fait, tu l'as réceptionnée. Que tu ne l'aies pas traitée, c'est ton problème, mais en tout cas, elle a bien été réceptionnée. Donc là, ça veut dire qu'obligatoirement, on va avoir en fait un suivi qui va être plus direct, on aura les informations, et donc on va pouvoir mieux relancer aussi nos factures, on aura un meilleur suivi auprès du client, et puis le client, de base, bah, du fait qu'il aura toutes les informations en temps réel, il pourra aussi certainement régler un petit peu plus vite, ou en tout cas dans le temps, on verra que finalement, on va réduire les durées de paiement et qu'on va réussir à améliorer en fait la trésorerie des entreprises directement. Donc voilà, donc ça c'est le cycle de vie. Je vous ai mis les différents logiciels sur lesquels en fait on va retrouver les informations, en tout cas qui sont concernées. L'émission de la facture, hein, c'est les logiciels de facturation, notre gestion commerciale par exemple, le Batigest. Au niveau de la réception, bah, on va être sur la comptabilité. On peut aussi gérer la réception avec la gestion commerciale, puisque on gère en fait tout ce qui va être achat, vente à l'intérieur. Et puis notre outil Sage Automatisation Comptable qui gère tout ce qui est réception facture fournisseur. Donc demain, avec la facture électronique, bah, cet outil que je vais vous présenter aussi tout à l'heure gère la réception en fait des factures. Et puis après, bah, pour tout ce qui va être paiement, encaissement, bah, là, ça va être au niveau de la comptabilité, puis aussi des moyens de paiement, parce que c'est les moyens de paiement qui sont en relation avec les banques pour émettre en fait les opérations. Donc, je vous ai mis hein, nos solutions par rapport aux différentes étapes. Et c'est essentiel aussi d'avoir ces statuts parce que ça nous permet de faire avancer et d'avoir les informations directement dans nos logiciels qui vont remonter. Une fois que je vous ai expliqué tout ça, il faut quand même vous redire que l'État qui finalement n'a pas tout prévu encore et qui est en train de faire pas mal de modifications, ils ont quand même prévu quelque chose, c'est les amendes. C'est-à-dire que vu le fait que c'est une obligation légale, le fait que c'est une réforme fiscale, bah, derrière, on a des amendes qui sont déjà prévues en cas de non-respect des données obligatoires, des formats et autres. Sur le invoicing, on va être sur des amendes de 15 € par facture plafonnées à 15 000 par année fiscale. Sur le e-reporting, du fait que là, on est sur un fichier de données, hein, je vous disais, on n'est pas juste sur une seule facture, c'est un fichier de données qui est envoyé par DCAD. Là, on est sur 250 € par transmission non réalisée, hein, DCAD tous les 10 jours, et 15 000 € par année fiscale plafonnée. Donc plafonné à 15 000 pardon, par année fiscale, toujours avec ces obligations. Alors attention, dans un premier temps, bah, l'État va être un petit peu permissif et puis va vous permettre de pouvoir remodifier, vous rééquiper, etc. Ils ne vous appliqueront pas forcément ça directement. Mais ce qu'il faudra faire attention, bien sûr, c'est que bah, tout soit bien effectué, soit effectué dans les bons temps et les bons formats. Alors, je vous ai fait un petit peu peur avec tout ce que je vous ai présenté, hein. Enfin, je suppose, j'ai l'habitude de voir les têtes commencer à s'assombrir un petit peu face à moi, généralement, quand j'explique tout ça. Bah, bien sûr, nous, on va vous aider à vous préparer à la facture électronique parce que, il y a plein d'obligations, il y a plein de choses, mais c'est vos logiciels, hein, qui vont vous permettre, d'y répondre. Mais avant de dire c'est vos logiciels qui vont permettre de vous y répondre, bah, va falloir quand même vérifier, vous, comment vous êtes équipés. Il va falloir bah, analyser l'existence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, comment vous êtes équipé, définir votre système cible, avec qui en fait vous faites des échanges et comment vous allez continuer à les faire, quelles obligations, puis quel process vous allez mettre en place, de façon derrière à pouvoir déployer en fait bah, la solution type que vous avez choisie.
Pour ça, au sein de votre entreprise, il faudra regarder votre écosystème. L'écosystème, en fait, c'est quels sont vos flux entrants, flux sortants, c'est-à-dire quel type de clients vous avez, quel type de fournisseurs vous avez. Est-ce que vous travaillez uniquement avec du particulier, avec de l'entreprise, avec de l'international, avec du gouvernement, avec des grandes entreprises? Ça, il faut se poser la question parce qu'en fonction, les dates déjà d'obligation ne vont pas être les mêmes et puis le type de réception d'envoi ne vont pas être les mêmes. Au niveau de vos processus, et qui fait quoi au sein de l'entreprise, qui a besoin d'avoir l'information, d'avoir le suivi. Ça va vous permettre aussi de mettre et d'automatiser certaines tâches, certains processus au sein de l'entreprise. Donc pour ça, il va falloir planifier en fait la mise en place. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. La conduite du changement, c'est essentiel, hein. Alors, c'est que mis entre parenthèses ici, mais pour moi, en fait, par rapport à la facture électronique, c'est le point principal. C'est l'acceptation en fait de ce changement par rapport à la facture électronique. On a tous connu, hein, au sein de l'entreprise ou même dans la vie privée, en fait, des bouleversements, des changements sur lesquels il a fallu s'adapter, et il faut accompagner. La dernière en entreprise grosse a été la DSN, par exemple. Oui, il a fallu se remettre où on se disait oh, mais on ne va pas y arriver, et puis finalement, on s'est passé, puis aujourd'hui, on s'y est mis, puis ça passe et c'est naturel. Moi, je prends toujours un exemple de la vie privée par rapport à ça, à cette conduite du changement. C'est l'arrivée du téléphone mobile. Je vais vous donner l'exemple de ma mère qui, quand elle a eu ces gros téléphones sur lesquels il fallait poser le doigt, elle ne comprenait rien. Elle me dit, mais moi, je ne comprends rien à ton truc, j'y arrive pas, c'est compliqué, je ne sais même pas appeler. Et puis, entre-temps, j'ai eu des enfants, donc elle a été grand-mère. Et puis, elle a bien su, en fait, prendre en main le téléphone et maintenant, elle ne peut plus s'en séparer parce que ça lui permet d'avoir des photos, des vidéos, de pouvoir appeler, de faire des visios et ainsi de suite. Et donc, elle a su faire parce qu'on a aussi accompagné sur justement l'utilisation, etc. Ce qu'on appelle cette conduite du changement qu'il ne faut pas prendre en fait à la légère. Et au sein de l'entreprise, tout le monde peut être concerné et tout le monde va certainement être concerné par la facture électronique. Donc, il faudra accompagner en fait tout le monde. Vous avez fait le premier pas. Maintenant, il faut aussi accompagner tout votre écosystème directement. Et puis, la dernière des choses au sein de l'entreprise à faire, ce sera le choix de la plateforme. C'est-à-dire, il faudra vérifier aussi, pour pouvoir faire le choix de la plateforme, c'est au niveau logiciel. Est-ce que vos logiciels sont compatibles? Est-ce que vous allez pouvoir les mettre à jour? Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre? Est-ce que vous pourrez faire tous les échanges? Est-ce qu'il y a des mises à jour qui vont être effectuées? Est-ce que les informations que vous avez à l'intérieur de vos logiciels sont complètes? Alors, je vous le dis tout de suite, non, ils ne sont pas complètes, parce que pour la plupart des tiers, je suis sûr que vous n'avez pas le SIRET de renseigner. C'est une des données obligatoires, donc il faudra en fait mettre à jour tout ça. Et puis, il faudra aussi en fait être sûr que votre TVA soit bien paramétrée. Parce que je vous rappelle qu'il y a des déclarations, il y a des prédéclarations de TVA sur tout ce qui va être émis et qu'il faudra bien redéterminer la bonne TVA. Et que pour déterminer la bonne TVA, il faut qu'on ait les bonnes données, il faut qu'on ait détecté et il faut que tout soit bon. C'est votre comptabilité qui gère la TVA. Aujourd'hui, si vous êtes équipé de cette GE100, je vous rassure, on a cette fonctionnalité de registre de taxes au travers de la compta qu'on peut paramétrer, qui va calculer en automatique en fait votre TVA en fonction des écritures qui vont s'effectuer. Donc ça, c'est du paramétrage qu'il va falloir remettre en place et qu'il va falloir revérifier. Puis derrière, en fonction de vos solutions et autres, on va pouvoir cibler des automatismes par rapport aux factures que vous allez réceptionner. Et c'est le fameux Sedge automatisation contact que je vais vous présenter qui va aussi pouvoir vous permettre d'automatiser beaucoup de tâches, pas que sur la réception de facture, mais aussi sur tout ce qui va être traitement autour de la facture. La validation, donc tout ce qui va être workflow, archivage, recherche de documents, etc. Tout ça, en fait, on va pouvoir vous l'apporter. Donc, cette étape-là, c'est l'essentiel, c'est de savoir comment vous êtes équipé aujourd'hui. Je reste longtemps sur ce slide parce que voilà, c'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment une réflexion à avoir et c'est ce que Leslie va vous présenter en fin, c'est tout l'accompagnement que Capinfo peut vous proposer et de façon à pouvoir en fait savoir exactement vers où aller, comment vous êtes et vers où aller. Aujourd'hui, quand je dis vérifier la compatibilité, par exemple, de vos applications, vous avez un ERP maison, un ERP métier dédié, peut-être que le développement ne va pas pouvoir être modifié et que vous ne pourrez pas gérer. Il va falloir réfléchir
comment je m'équipe? Est-ce qu'il faut que je prenne un PDP? Est-ce que je reprends une autre solution? Est-ce que je change complètement? Est-ce que je vais additionner en fait une couche supplémentaire pour gérer tout ce qui va être facturation, etc. Tout ça, voilà, Cap Info est là pour pouvoir vous accompagner et puis vous aider dans tout ça. En tout cas, nous, de notre côté, sur l'accompagnement qu'on va effectuer, je vous ai dit, l'outil principal, ça va être votre outil comptable, votre outil de facturation. Et ça, pour pouvoir répondre à la facture électronique, on a fait une mise à jour. Donc, c'est la version 10, qui est la dernière version, qui permet d'avoir toutes les informations obligatoires de la facture électronique. On a rajouté des champs de façon à pouvoir répondre à la première phase, dans un premier temps, qui est la phase d'anticipation, celle où on est actuellement, c'est-à-dire la mise en conformité de nos données, de nos outils, de nos données au niveau de la base. Donc là, on a un outil de mise en conformité, c'est le Sage Data Clean and Control que je vais vous présenter juste après, sur lequel on a rajouté, nous, des API pour pouvoir avoir les informations directement qui ont été renseignées sur le répertoire Sirène, le calcul en fait des numéros de TVA avec la VUS, et puis tout ce qui va être attribut, paramétrage, etc. en fait des tiers, des opérations et autres. On va avoir une deuxième phase qui va être une phase pilote où en fait on sera sur une phase de test. Ça va rentrer à partir de 2025 quand le portail public sera fini d'être développé, où là on va commencer à faire des échanges, donc de l'émission, de la réception. On aura, nous, notre PDP qui sera disponible, qui aujourd'hui s'appelle Sage Network, sur lequel on aura en fait la connexion possible, où on pourra avoir en fait des services complémentaires qui vont s'effectuer. Donc ça, tout ce qui va être échange vraiment de factures, on commencera à faire des tests à partir de certainement de 2025. Et puis après, une fois qu'on aura fait tout ça, on passera en exploitation. Donc on aura encore une autre version. Normalement, on est toujours en V10 point quelque chose. Là, on est déjà passé en V10.10 depuis 2 semaines. On aura certainement d'autres. Là, ce sera que des mises à jour, mais pas des mises à jour majeures. Donc, la mise à jour majeure qu'il faudra penser, c'est cette V10 qui a rajouté toutes les informations. Demain, on aura juste des mises à jour qui seront plus bénignes pour vous et qui vous permettront de pouvoir justement aller jusqu'à l'exploitation et puis tout ce qui va être échange en fait réel sur ces factures électroniques. Et puis, on a encore prévu plein de fonctionnalités, etc., pour aller encore plus loin avec la facture électronique. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Sage 100, c'est la V10 qui est la version obligatoire aujourd'hui pour pouvoir être prêt pour la facture électronique. Cette V10, dans cette anticipation, elle n'est pas faite pour rien. On a rajouté des informations complémentaires justement pour être en conformité. Pourquoi? Parce que si on n'est pas en conformité, si les données ne sont pas fiables, demain, ça va avoir en fait un impact sur les échanges que vous allez effectuer. Les données manquantes, les doublonnages, parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être créer différents tiers. Enfin, pour le même tiers, vous allez peut-être créer plusieurs fiches au niveau de votre logiciel parce que vous avez différentes activités et c'était plus simple pour vous pour pouvoir répartir. Ça a pu marcher parce qu'on a un numéro SIRET unique, donc on ne doit avoir qu'un seul tiers. Et puis, des fois, on peut avoir des données qui sont aussi erronées. Jusqu'à présent, on s'en fichait parce qu'on traitait manuellement. Demain, du fait qu'on va passer par les différentes plateformes, il faut que les données soient bonnes directement. Quels sont les risques? Au niveau de l'annuaire, quand on va aller interroger l'annuaire, parce que je vous ai dit, on interroge l'annuaire, on peut avoir des erreurs de routage si on n'a pas les bonnes données. Donc, nos factures, en fait, vont peut-être pas partir au bon endroit ou vont peut-être pas partir et on n'aura plus après les statuts directement. Donc, ce qui veut dire que derrière, il y a du traitement manuel pour pouvoir corriger les erreurs. Et puis, déjà, il va falloir essayer de retrouver les erreurs, rejouer avec les écritures, etc. Parce qu'il faudra réémettre une nouvelle facture, ainsi de suite. Ça va prendre énormément de temps et puis derrière, c'est jamais agréable. Et puis il y a des risques en plus d'amendes qui peuvent être effectués. Au niveau des missions, on peut avoir des rejets par les plateformes, des refus par les clients des factures parce qu'on n'a pas les informations, en fait, les bonnes informations. Donc, ce qui veut dire derrière, c'est que c'est un process complexe et manuel, surtout, de réémission de factures, en passant par des retours, des avoirs, etc. Les factures, une fois qu'elle a été mise, elle est verrouillée, on ne peut pas revenir dessus. Si toutefois elle est refusée, faudra refaire des jeux en fait d'annulation, des extournes, de je sais trop quoi, de façon à pouvoir réémettre de nouveau une facture. Donc, ce serait quand même mieux de pouvoir émettre en fait directement la bonne facture. Au niveau de la réception, le risque, c'est de ne pas pouvoir en fait justement gagner tout le temps qu'on devrait gagner sur l'automatisme, sur la reconnaissance tout simplement, ne pas réussir à
reconnaître avec la facture en fait le bon tiers et d'être obligé d'aller rechercher manuellement, de savoir à qui ça correspond et ainsi de suite et pouvoir mettre. Puis surtout derrière, c'est que on peut avoir de la donnée de TVA qui va être erronée parce qu'on ne va pas détecter le bon tiers, on ne sera pas sur des flux qu'on aura nous-mêmes en fait automatisés pour pouvoir avoir ces contrôles. Ce qui veut dire que derrière, on aura en fait un CA3 qui pourra être erroné par rapport à la déclaration, et qu'il faudra effectuer des corrections manuelles complexes tout simplement, parce que vous allez avoir c'est ce que vous faites aujourd'hui, essayer de retrouver les erreurs de TVA, où est-ce que c'était sur quelle écriture, faire des exports dans tous les sens. Et puis derrière, on a une éventualité d'un contrôle fiscal accru. Je vous répète, on a une déclaration en amont, en aval, on a les prédéclarations avec toutes les factures. Vous redéclarez au mois, vous redéclarez en fait en décade. En fait, l'État va avoir des automates derrière qui vont savoir dire OK, on m'a déclaré tant en émission, en réception, il me déclare tant, il y a un écart, il est dû à quoi? C'est répétitif, etc. Au bout d'un moment, OK, l'outil va dire, allez, il faut faire un contrôle sur telle entreprise et puis va y avoir du contrôle envoyé. Ce sera beaucoup plus ciblé et il y a une vérification qui va se faire dans un premier temps par des automates, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des petits bonhommes derrière pour pouvoir vérifier les chiffres. Les automates vont pouvoir le faire au niveau de l'État. Donc ça, il faudra faire gaffe de bien avoir la bonne donnée au bon endroit. Et c'est pour ça que il faut paramétrer correctement en fait sa société pour pouvoir transmettre les bonnes informations dans la facture électronique, donc au niveau des tiers, au niveau des données, du type de TVA, etc. Ça va nous permettre aussi d'identifier les bons flux à transmettre au portail public de facturation. Donc, c'est bien une facture électronique, c'est bien du e-reporting, etc. C'est envoyé au bon moment avec les bonnes données obligatoires. Sur du invoicing, tout est donné. Ça va nous permettre de vérifier le cycle et puis sur le e-reporting, ça nous permet aussi d'avoir en fait toutes ces informations qui seront bonnes et qui seront transmises correctement. Et ça, pour être sûr qu'il y a les bonnes données et autres, nous, ce que je vous disais au niveau de Sage, on a mis en fait notre dernière version, la V10, qui a rajouté en fait des champs nouveaux, qui sont les champs obligatoires. On les a tous mis à dispo. Ils ne sont pas forcément encore tous visibles en fait dans la solution, parce qu'il y en a certains qu'on a rajoutés qui sont que pour la phase de test, de transmission. Donc pour le moment, on a rajouté tout ce qu'on pouvait rajouter de façon à mettre à jour en fait la donnée. Faciliter l'utilisation, minimiser les impacts des process et puis surtout pour pouvoir vous permettre en fait d'évoluer au niveau en fonction des différents cas métiers que vous pouvez avoir. Et donc tous ces champs, on les a rajoutés pour pouvoir mettre à jour la donnée. Et pour mettre à jour, c'est cet assistant de mise en conformité, l'option Data Clean and Control. Data Clean and Control, ça fait quoi? Ça contrôle toutes les données obligatoires. Est-ce qu'elles sont présentes sur vos tiers? Ça va permettre de fiabiliser la nature des flux, les cas associés correspondants, parce qu'on va savoir que tel tiers, il est soumis, il est non soumis, c'est un étranger, etc. Donc, on sait quel type de flux on doit avoir derrière. Ça va bien sûr sécuriser notre capacité de facturation, donc à l'émission, mais aussi à la réception, parce que à la réception, ça veut dire qu'on a réceptionné, on sait que c'était tel type, on sait qu'on aura du invoicing à faire, par exemple, parce que c'était de l'encaissement, etc. Donc, tout ça, on va le sécuriser grâce justement aux données qu'on mettra à jour. Et puis, l'outil va nous permettre aussi de pouvoir savoir les actions correctives à effectuer. C'est-à-dire qu'on va pointer du doigt à tel tiers, on n'a pas les bonnes données, il faut les mettre à jour, etc. C'est telle donnée qui n'est pas là, c'est le SIRET qui n'est pas à jour, c'est le numéro de TVA qui va être obligatoire qu'il faudra mettre à jour, etc. C'est un outil aujourd'hui qui va nous permettre de mettre à jour notre base, mais qui est aussi un outil pérenne et évolutif, c'est-à-dire qu'il est pérenne. Un tiers, vous n'allez pas mettre à jour votre base juste une seule fois et après vous dire OK, c'est bon, je suis bon pour 20 ans. Non, parce que vous avez toujours des nouveaux tiers, vous avez toujours des évolutions. Donc, on a cette mise à jour à la mise en place, mais après, on aura au fur et à mesure des ajouts tiers, des imports de fichiers, de factures, etc. Et puis, on va évoluer aussi en fonction des différents contrôles avec les PDP, avec les différentes évolutions de la législation. Nous, on va faire évoluer en fait ces contrôles et cet outil. Donc, l'outil, c'est un assistant. Il va vous permettre d'envoyer en masse, de pouvoir vérifier en masse en fait déjà les paramètres de votre société. Est-ce que vous
vous avez bien tout renseigné dans la société pour pouvoir faire les contrôles. Et puis après, en fonction de ces paramètres, vérifier la cohérence en fait, de vos comptes tiers. Vous arrivez directement sur votre plan tiers, vous savez si le tiers il est en conformité ou s'il n'est pas en conformité. Vous avez le visuel qui est directement présent. Et puis derrière, vous savez s'il n'est pas en conformité, ce qui ne va pas. Maintenant, c'est l'assistant qui pourra vous aider, où il vous dira, voilà, moi j'ai ces numéros SIRET. Là, on pourra envoyer tout simplement le lien avec le répertoire SIREN pour récupérer le numéro. Et on aura toujours l'information, la bonne information au bon endroit et toujours au bon moment. Et tout ça, en fait, c'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir vérifier. On aura toute la liste de ce qui est à vérifier. On voit que des fois, c'est le SIRET, c'est le pays, c'est le numéro TVA, c'est différentes informations qui vont devoir être mises à jour. Ça, c'est essentiel parce que ça nous permet d'être en conformité, de contrôler les données pour vérifier justement la TVA, le contrôle des différentes taxes et d'être sûr que notre logiciel comptable, qui est le logiciel central sur la TVA, qui est-ce qui s'occupe de la TVA? Qui est-ce qui vous permet de recalculer votre TVA? C'est la comptabilité. Donc, de base, sur la comptabilité, il faudra de toute façon avoir en fait les données à jour, de façon à pouvoir en fait aller recalculer et avoir ce contrôle de TVA. Donc là, c'est l'outil de base pour travailler en toute confiance avec toutes les obligations qu'on va avoir demain. Puis derrière, on va y rajouter, quand on sera sur la période d'émission et autres, on va y rajouter aussi, grâce à cet outil, un peu d'automatisation sur le traitement des factures, par exemple. Nous, nos factures vont arriver en comptabilité dans des bannettes dans le logiciel. Ce sera une bannette de réception. Cette facture, on pourra automatiser aussi en fait son traitement comptable au niveau du pied de facture. Alors, je parle uniquement du pied de facture parce qu'au pied de facture, on aura le total et puis on saura en fait les taxes et puis comment répartir. Donc, on pourra le faire sur le pied de facture. Maintenant, on verra que si on veut aller plus dans le détail, c'est notre sage automatisation comptable derrière qui pourra faire beaucoup plus que juste ça. Mais l'automatisation va aller plus loin aussi avec du rapprochement par rapport en fait aux commandes qu'on aura réceptionnées parce qu'on aura la lecture en fait de la facture, etc. Puis on ira encore plus loin demain sur l'interopérabilité. On a encore plein de choses qui sont en réflexion sur les différentes fonctionnalités qu'on pourra rajouter à cette option Data Clean and Control. Mais en tout cas, le premier pendant, c'est cette mise en conformité et c'est la première chose qu'il faut faire, qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut mettre en place en fait dès le début pour la bonne reconnaissance du tiers, pour que derrière on ait la bonne reconnaissance du flux de facturation qui correspond en fonction des données qu'on va réceptionner. Donc si je vous mets en découpage fonctionnel, juste V10 toute simple, on a quand même notre API Sirène qui nous permet, quand on crée un tiers, d'avoir quand même les données. Maintenant, est-ce que les données elles sont en conformité avec tout le paramétrage de la société ou autre? Ça, c'est notre data clean et le contrôle qui va nous permettre de le faire avec cette détection en masse, avec la possibilité de définir des paramètres de contrôle, avec les rapprochements automatiques des documents, avec l'extension sur les autres PDP, avec aussi le contrôle avec l'annuaire, tout ça, ça va se faire avec le data clean et le contrôle. Donc ça, c'est l'option aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, je dis option parce que c'est comme ça sur nos livres, mais c'est une option obligatoire. C'est-à-dire que si vous ne prouvez pas ça, je vous souhaite du courage pour vérifier vraiment que toutes les données sont présentes et sont en cohérence avec votre société, avec le paramétrage, etc., et que vous avez tout qui est bien vu. Si vous ne voulez pas vous inquiéter et avoir juste en un coup d'œil, je reviens encore une fois sur cet écran-là, en un coup d'œil, savoir si c'est bon ou pas sur vos tiers, ce sera en fait le Sage Data Clean and Control qui le fera pour vous. Et je vous rappelle, la comptabilité, c'est l'outil central de la facture électronique, c'est l'outil qui permettra d'avoir la TVA, parce que derrière, c'est le contrôle de TVA, la facture électronique. Donc, il faudra absolument avoir ce Data Clean and Control mis sur vos outils. Allez, je bois juste une petite gorgée de café pour m'humecter la gorge. Et puis, je vous parle de Sage Automatisation Comptable. Sage Automatisation Comptable, ce que je vous disais, c'est notre outil qui va venir nous aider sur la réception des factures et l'automatisation des factures. C'est un outil aujourd'hui, alors qui existe déjà, qui vous permet déjà de traiter toutes vos factures parce qu'on fait de l'austérisation des factures. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on dit qu'on est sur une centralisation des achats unifiés. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'on va avoir toutes vos factures qui vont passer au travers de l'outil. Que ce soit des factures des achats de marchandises, que ce soit des factures de prestations, que ce soit des factures
de frais généraux d'électricité, de commandes de je sais trop quoi. Tout va passer en fait par cet outil et ça va nous permettre de gérer tout ce qui va être réception de facture, hein, parce que là, on est vraiment sur de la facture reçue. On est sur une plateforme qui est dite multicanal parce qu'aujourd'hui, on sait déjà traiter toutes les factures. C'est un outil qui a déjà plus de 3 ans, 4 ans d'existence chez Sage, qui existait déjà avant parce qu'on est passé par un éditeur du marché qui avait sa solution, qui l'a refait pour nous. Moi, je suis en réunion toutes les semaines avec eux, justement sur les évolutions et autres. Là, on est sur une plateforme multicanal, ce qui veut dire qu'on va traiter toutes les factures que vous recevez en normal, mais que demain, on va, dans la même plateforme, traiter aussi toutes les factures électroniques. Et je vous rappelle, alors je dis facture électronique, ça va concerner presque tout le monde, mais tout le monde ne va pas être obligé d'émettre de la facture électronique. Donc vous allez certainement toujours réceptionner de la facture venant de l'étranger. Donc, ce sera toujours de la facture papier. Vous allez peut-être, vous recevez peut-être des factures de sociétés qui sont non soumises, d'associations, etc. Donc vous allez toujours avoir des factures papier en fait à traiter ou des factures uniquement PDF à traiter. Bah, là, dans l'outil, vous ne posez pas la question de savoir si c'est de la facture électronique, pas de la facture électronique, etc. On est sur une plateforme multicanal, on gérera tout exactement au même endroit. L'autre avantage de l'outil, c'est que ça va nous permettre en fait de gérer tout ce qui va être workflow de validation. Workflow de validation, c'est aujourd'hui en fait votre classeur que vous faites bouger de bureau en bureau pour pouvoir valider. Demain, avec la facture électronique, ce serait quand même dommage, alors qu'on a une facture qui est complètement numérisée, sur laquelle on peut gérer de l'automatisation totale, que la première des actions à faire une fois que vous avez réceptionné la facture dans votre bannette, c'est de cliquer sur le bouton imprimer pour avoir un papier et continuer à faire transiter des papiers, à stocker du papier, etc. Donc là, on a un workflow qui est directement dans l'outil. On vient de créer en fait une nouvelle fonctionnalité en plus à l'intérieur pour mettre un workflow dynamique, c'est-à-dire que c'est un workflow qui va vérifier différentes conditions pour savoir qui doit signer, quel service, etc., quel type de personne doit signer, et que tout soit proposé en automatique sans même qu'on ait à y réfléchir quand on reçoit la facture et qu'on la traite. Donc ça, on vient vraiment tout mettre en place de façon à automatiser aussi tout ce circuit de workflow et le numériser surtout. C'est-à-dire que là, c'est juste une notification qui est envoyée. La personne, elle est en déplacement, elle y aura accès parce qu'elle a une application mobile pour pouvoir avoir accès à la facture, etc. Donc ça, voilà, ça vient rajouter en fait tout ce fonctionnel qui est vraiment primordial aussi, qui va faire gagner énormément de temps et de traçabilité au niveau de la facture. On a un connecteur live avec cette alors, je rajoute ce terme live parce qu'il vient d'être sorti. Aujourd'hui, on est en temps réel. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être vu d'autres solutions du marché que vous êtes intéressé. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est euh, au pire, c'est de l'import de fichiers à plat. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous déconnectiez tout le monde et que il faut manuellement aller exporter d'un côté pour importer, etc. Au mieux, avec les autres, ça va être un connecteur, mais c'est pareil. C'est de la donnée qu'il faudra mettre à jour en fait une fois de temps en temps, que c'est vous qui devez le faire et que derrière, on n'a pas forcément toutes les informations parce qu'on n'est pas en lien avec la base directement. Nous, on a un connecteur live, c'est-à-dire qu'on est connecté directement à la base de données Sage et on vient en fait lire la base de données et écrire dans la base de données. Donc, dès que vous avez un nouveau tiers, dès que vous avez en fait un paramétrage au niveau de l'analytique, dès que vous avez des nouvelles informations, ça vient se remettre à jour dans notre Sage automatisation comptable. Et en opposition, dès qu'on vient traiter une facture dans Sage automatisation comptable, elle vient se mettre en fait en automatique dans la comptabilité. Ça, c'est primordial parce que derrière, ça nous permet d'avoir vraiment ce suivi en temps réel des opérations qu'on fait. Et en plus, on a tout ce qui est gestion des bons à payer, donc on va sécuriser, on aura tout le brouillard de saisie qui s'effectuera, mais avec ce contrôle des bons à payer pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on doit faire le règlement directement. L'outil va nous permettre aussi, avec la facture électronique, d'avoir une imputation comptable. L'imputation comptable automatique sur les données de pied de facture. Donc, un peu comme j'étais en train de vous le dire avant avec Sage Data Clean and Control, où on aura cette automatisme sur le pied de facture. Mais nous, on ira directement aussi avec Sage Automatisation Comptable sur le détail à la ligne. Parce qu'on va savoir lire le fichier XML, on saura aller détecter à l'intérieur et on va pouvoir le paramétrer pour lui dire, OK, si tu trouves tel terme, tu vas attaquer tel compte. Si tu trouves tel terme et tel terme en fonction de tel tiers et autres, tu dois attaquer tel compte, tu dois mettre telle ventilation analytique, etc. Tout ça, on va pouvoir le paramétrer de façon à ce que ça se passe en automatique. Et en tout cas, ça vous le propose que vous ayez juste à faire du contrôle directement quand vous recevez vos factures.
Donc ça, c'est assez énorme parce qu'on a déjà prévu de pouvoir vous aider en fait sur tout ce traitement et cet automatisme. Alors, on ne va pas le faire le boulot totalement à votre place, hein. Là, c'est vraiment de l'aide pour pouvoir en fait gagner du temps sur certaines tâches qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée, et puis vous aider justement demain à aller encore plus loin sur le traitement. Et puis bien sûr, au travers de l'outil, on aura tout ce qui est archivage documentaire qui sera disponible. Et on pourra même donner un accès, par exemple, à un expert comptable qui vous embête pour avoir une facture quand on est en clôture, pour contrôler, etc. Plutôt que de vous embêter, que vous alliez dans l'armoire, etc., vous lui donnez un accès, parce qu'il pourra avoir un accès, hein, c'est pas payant. On peut avoir autant d'utilisateurs qu'on veut sur la solution. Il a un accès, il ira chercher sa facture, et puis de lui-même, il pourra aller faire le contrôle qu'il a besoin. Donc, si je vous montre quelques écrans, je vous disais point d'entrée unique. Là, moi, j'ai mes différentes factures qui sont arrivées à l'intérieur. Celles qui sont en rouge, c'est celles que je reçois toujours en PDF. Celles qui sont en bleu, c'est mes factures électroniques que je reçois directement dedans. J'ai cette automatisation totale qui sera possible. Ici, je vous ai dit, une fois qu'on a traité, hop, je coche et j'ai même plus besoin de venir sur la facture. Je sais que quand la facture sera venue, elle ira s'écrire sur mes différents comptes parce que je vais pouvoir aller paramétrer et puis elle sera envoyée en validation directement. Moi, je peux faire du paramétrage ici par rapport à mes en-têtes, par rapport à ma comptabilité générale, où je vais retrouver toutes les informations en fait de l'en-tête, du pied de page, etc. Où je vais pouvoir y mettre des règles pour lui dire, OK, la facture, si tu trouves ici, je lui ai dit, si tu trouves dans l'identifiant de bon de commande, c'est-à-dire ici sur le numéro de bon de commande, si tu trouves les valeurs PO, moi je sais que quand je commande en PO, ça correspond en fait à des factures de marchandises et ainsi de suite. Donc là, en automatique, hop, il me le met dans la bonne catégorie, etc. Il va me le détecter. Donc là, moi, j'ai juste un contrôle à faire derrière quand j'aurai le traitement de la facture. Et puis, je vous disais, on peut aller à la ligne directement sur ma facture. Il m'a extrait en fait mes lignes de la facture électronique. Je vais pouvoir aller y mettre des règles avec de la saisie analytique si je veux, des règles avec des ou, des et, avec des contiens différents et ainsi de suite. Je pourrais y gérer aussi tout ce qui va être date de début, date de fin de prestation, c'est-à-dire les charges constatées d'avance, j'ai la possibilité de les traiter, etc. Donc, j'ai vraiment toutes les informations en fait que je vais pouvoir automatiser directement, jouer sur ma ventilation comptable, ventilation analytique, etc. En automatisme par rapport aux données de la facture demain. Et donc, si je reviens et que je mets en comparaison aussi avec le data clean, je vous disais demain, le data clean, on pourra avoir de l'automatisme et sur le pied de facture, là, on voit qu'on va retrouver de l'automatisme total, mais qu'en plus, on va avoir tout ce qui va être suivi au niveau de la facture. Cette automatisation comptable, si je reviens juste ici avec tout ça, il y a une chose qui est principale, vous, sur la facture, quand vous traitez une facture, c'est la piste d'audit fiable. Alors, je ne vous dis pas qu'on va faire la piste d'audit fiable pour vous, mais à partir du moment où vous allez être en capacité de pouvoir dire, OK, moi, la facture, voilà mon circuit pour pouvoir l'intégrer. Et là, pour le coup, sur une facture électronique, c'est même pas vous qui allez l'intégrer, c'est cette automatisation comptable qui récupérera la facture en automatique sur la plateforme que vous avez choisie. Donc là, vous n'avez même aucune action. On va récupérer en automatique la facture, elle sera traitée à l'intérieur et on aura jusqu'à l'imputation comptable. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre piste qui est faite directement dans l'outil, vous avez la traçabilité de qui a fait quoi, vous avez aussi tous les échanges qui vont être possibles entre collaborateurs et ainsi de suite. Donc là, on a un outil qui est hyper complet. Et ça, cet outil-là, c'est l'outil qui va vous permettre dès aujourd'hui d'être en accord avec la première des obligations. Si vous vous rappelez le premier tableau que je vous ai mis tout à l'heure avec les dates butoirs, la première des obligations pour vous, c'est la réception de factures électroniques. Et vous prenez cette automatisation comptable, la réception des factures électroniques, cette automatisation comptable vous permet de faire la réception. Alors après, bien sûr, en parallèle, vous avez votre compta qui a été mise à jour avec les données qui sont bien, qui ont bien été calculées, qui ont bien été mises à jour et qui correspondent en fait aux bonnes grâce au Sage Data Clean and Control. Donc en synthèse, s'il faut retenir quelque chose, parce que je vous ai dit beaucoup, les données fondamentales des tiers sont des paramètres permettant de définir les flux, les contenus et son canal de communication. C'est essentiel pour le projet de la facture électronique. Donc ça, c'est Sage Data Clean and Control avec la V10 qui vous permet de mettre en conformité. Sedge sans comptabilité, moyens de paiement sont des exclusivités dans un sens où on est obligé de passer par ça pour effectuer les paiements, pour effectuer tout ce qui va être encaissement, les achats intracom. Tout ça, c'est au travers de cette solution. De toute façon, la comptabilité, je vous ai dit, c'est une obligation parce que c'est la comptabilité qui gère la TVA, le calcul de TVA. Les outils et les assistants de mise en conformité sécurisent l'émission et la réception des flux
à la mise en place de la facturation électronique et à chaque intégration de nouvelles données. Donc ça, c'est notre data clean and control qui nous permet d'être rassurés et d'être sûr qu'on a toujours la bonne donnée au bon moment. Et puis la définition de la facture électronique, je vous laisserai la relire, mais c'est la définition qui a été mise au niveau de l'article de loi, etc. C'est tout ce que je vous ai expliqué pendant 1 heure, qui est mis en 5 lignes. Donc les indispensables, si je reprends bien, qu'on soit bien clair, mais je vous l'ai redit plusieurs fois, mais je le redis encore une fois parce qu'on est en conclusion. Si, par exemple, on me dispose chez Sedge, hein, que de la compta, et qu'on se dit: «Ouais, mais de toute façon, c'est de la facturation, c'est mon outil de facturation», on a faux. Aujourd'hui, c'est l'outil comptable qui est l'outil central. Bien sûr, l'outil de facturation, il va falloir qu'on soit équipé, il va falloir qu'on puisse, gérer tout ce qui est être émission dans le bon format, réception, etc. Mais l'outil central pour le calcul de TVA, qui est quand même le but principal de la facture électronique, c'est la fraude à la TVA, ça va être en fait notre comptabilité. Et qu'à l'intérieur, il faut penser au data clean and control. Et si on veut aller plus loin, cette automatisation comptable pour tout ce qui va être automatisation du traitement des factures en réception. Et puis les moyens de paiement, parce que c'est les moyens de paiement qui gèrent tout ce qui va être partie règlement, mais qu'avec les moyens de paiement, on sécurise aussi, grâce à cette automatisation comptable, au bon à payer, on va sécuriser nos règlements et on est sûr qu'on va régler uniquement ce qui a bien été validé au niveau de notre comptabilité. Donc, allez, le dernier, hein, ce qu'il faut retenir, anticiper. Vous êtes là aujourd'hui, il faut continuer à anticiper, s'y prendre le plus tôt possible parce que, de toute façon, à la fin, on n'aura plus assez de mains pour pouvoir vous aider, que ce soit Cap Info, que ce soit, les concurrents ou autres. Si, et il y en a qui vont attendre, en fait, le dernier moment, on va avoir un goulot d'étranglement et on n'aura plus, en fait, la capacité de pouvoir vous répondre et vous répondre correctement. Donc là, il faut anticiper, il faut s'y prendre dès maintenant pour être en conformité, pour, attendre l'étape suivante et ainsi de suite. Être bien accompagné. Être bien accompagné, j'ai comme l'impression que vous avez déjà choisi en fait quelqu'un de compétent là-dedans au travers de Cap Info. C'est de vous faire accompagner au fur et à mesure et vous tenir informé. C'est ce que Cap Info en fait fait, les actions qu'ils font auprès de vous. Profiter des opportunités, les opportunités justement de la mise en place de cette dématérialisation, de cette numérisation des factures pour pouvoir avancer vous aussi, mettre des nouveaux process. Et puis, ces nouveaux process, il faudra en fait les accompagner par cette conduite du changement que je vous parlais tout à l'heure, de façon à ce que ce soit accepté et que ça puisse passer comme une lettre à la poste. J'adore cette expression. Et puis surtout, quand on parle de conduite du changement, d'anticipation, d'accompagnement, etc., c'est mettre l'humain au cœur de votre dispositif parce que ça reste toujours des personnes qui vont traiter. On parle beaucoup de numérisation et autres, mais les premiers impactés, ça va être vous. Donc, il faut vraiment penser vous par rapport en fait à ce que vous allez faire, etc. Et par rapport aux accompagnements, etc., etc. que vous pouvez avoir. Donc, on a fait long. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des questions. En tout cas, Leslie, tu ne m'as pas interrompu et je t'en remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais il y a Leslie qui a encore pas mal de choses à vous présenter. Il n'y a pas de Pas mal de questions, choses. Non, effectivement, non. Thomas. Donc, je pense que tout était très clair. En tout cas, je l'espère. Si vous avez des questions, c'est le moment, puisque je vais reprendre le fil pour présenter donc notre offre d'accompagnement très rapidement, puisqu'il est quand même 10h20. Donc, si vous n'avez pas de questions, hop, je vais partager mon écran à mon tour, en espérant ne pas être éjectée cette fois-ci. Est-ce que vous voyez C'est bien bon, mon écran? OK, il est c'est arrivé. C'est parfait. parfait, merci. Donc, pour faire suite à ce que Thomas vous a expliqué donc, pendant toute cette matinée, le groupe Cap Info, qui est votre partenaire informatique et qui va vous accompagner dans cette mise en place pour la facture électronique, nous avons construit un pack qui s'appelle on a eu beaucoup de motivation et de créativité, on l'a appelé le pack Facture Élec. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace, on sait de quoi on parle. L'accompagnement est prévu pour 2 ans, pendant 2 ans, les 2 prochaines années et on a prévu de faire démarrer cet accompagnement en septembre 2024, début, mi, fin septembre, peu importe. Mais effectivement, ce démarrage en septembre est plutôt bien programmé puisqu'en septembre 2026 vont commencer les premières échéances officielles. Donc on se parle de comptabilité,
Sedge 100, mais aussi de gestion commerciale Sedge 100. On se parle de la ligne 100 de façon générale. Donc aujourd'hui, on va partir sur une base qui est la mise à jour de la V10, donc qui est obligatoire pour démarrer cet accompagnement. Tout ou partie de nos clients ont une infogérance pour installer cette V10. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, nous en discuterons ensemble. Mais pour revenir à ce pack, donc il comprend un audit, donc l'audit de vos besoins qui sera fait en amont du démarrage de l'accompagnement. Tout au long de cet accompagnement, on pourra vous fournir des formations, des accompagnements sur les nouveautés, sur le Data Clean and Control, sur ACS, qui seront inclus au minimum Data Clean and Control dans le pack. ACS est une option. Nous en parlerons lors de nos premiers rendez-vous d'audit pour déterminer si c'est important ou pas. Si vous souhaitez ajouter d'autres options ou d'autres modules comme moyens de paiement, trésorerie, voilà, tous ces points seront vus lors des audits que nous ferons ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de tarif à vous donner parce que ce tarif dépendra de vos équipements, de ce que vous souhaitez, de ce que vous allez mettre en place, de la teneur de l'accompagnement tout simplement pendant les 2 prochaines années. Ce que je vais vous fournir, enfin ce que ma collègue Lucie va vous envoyer tout de suite après le webinaire, c'est un questionnaire. Ce questionnaire-là est très important à nous retourner rapidement. C'est lui qui va déterminer le démarrage de l'accompagnement, le démarrage des audits, le démarrage des rendez-vous commerciaux pour avancer et pour vous apporter des réponses, on va dire, détaillées et personnalisées suivant vos besoins. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne crois pas, je n'en vois pas. Tout a l'air d'être clair pour vous. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai déjà beaucoup parlé, j'ai pas C'est vrai. l'impression d'avoir beaucoup à rajouter, mais juste à dire que c'est une très bonne idée que vous ayez mis ces packs factures électroniques et cet accompagnement. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera le mieux à être prêt et en tout cas, pour vous, à être rassuré sur est-ce que vous avez fait les bons choix? Est-ce que vous avez les bonnes données et cetera? C'est en effet, ce qui pour moi et le mieux, c'est d'avoir cet accompagnement et un pack comme ça avec tout qui est prévu, c'est parfait. Super. Bon, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire ce matin. Vous avez donc l'enregistrement qui est disponible. Vous allez recevoir le questionnaire. Si vous avez d'autres questions plus particulières ou plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes à votre disposition, bien entendu. Et nous vous retrouvons très prochainement. À savoir que la semaine prochaine, nous avons un webinaire sur la paye, donc sur Silae. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et nous aurons fin mars un autre webinaire qui est une première. C'est un webinaire sur l'infrastructure réseau, sur le Storm Shield, donc une sécurité. Voilà, donc c'est le 26 mars, c'est le matin. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous avez les inscriptions disponibles dans nos newsletters, mais également dans les bannières de signature de tous nos collaborateurs. Vous avez juste à rechercher une dernière inscription que vous avez dû recevoir ce matin, un lien de connexion et vous trouverez toutes les bannières. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Thomas. À très bientôt et bonne journée. Au revoir. Merci bien.